Je vais mettre là, c'est là, dans une heure, c'est là. Oui, c'est pour... ouais. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir malgré le froid. J'espère que vous avez quand même profité de regarder la Drise. Moi, ça me fait toujours un peu quelque chose. Alors, donc ce soir, on a la chance d'inviter Philippe et Clara Simet. Et puis, en fait, ce qui m'a fait penser, c'est cette phrase un peu d'un philosophe, je ne me souviens plus si c'est Bachelard, Baudrillard, finalement, peu importe, qui s'est dit que tout à coup, ça lui a paru tout à fait inutile d'être à la mode. Parce qu'en fait, ce soir, nos deux intervenants ne sont pas du tout à la mode. Voilà. Donc en fait, c'est des gens qui font depuis longtemps des choses qui sont très importantes pour eux. C'est des gens qui ne sont pas du tout à la mode parce qu'ils font du vrai travail, ce fameux travail pluridisciplinaire dont on entend toujours parler. Voilà, on a vraiment l'archétype d'un duo qui est dans le vrai travail de pluridisciplinarité avec un philosophe et une architecte. Donc ça, c'est pas du tout à la mode. Et en fait, tout ce qu'on va voir de leur travail, ça va être vraiment de parler de manière très précise, très profonde, et surtout sur le temps long, les questions de la solidarité avec les agriculteurs, des vraies questions par rapport au réemploi, des questions de participation avec les habitants. Donc ils ne sont pas à la mode parce qu'ils le font depuis très longtemps, et on va, j'espère, voir des projets à la fois avec une grande teneur théorique et à la fois très pratique de ce qu'on arrive à faire quand on prend le temps d'aborder des sujets et de ne pas changer de sujet en fonction des modes. Voilà, c'était dans ce sens-là où je vous trouve que vous n'êtes pas à la mode. Donc, si je vous les présente un petit peu mieux, donc on a Clara Simet, qui est architecte et cofondatrice de la coopérative Grand 8. Peut-être tu vas préciser pour ici qu'est-ce que vous entendez par coopérative, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu sous ce terme-là. Et donc qui œuvre depuis des années à la création de lieux de vie écologiques et solidaires. Elle est aussi enseignante à l'ESA, qui est l'école spéciale d'architecture à Paris. Et puis on a Philippe Simet, qui est maître de conférence en philosophie à l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville. Lui, il s'intéresse aux liens entre construction et mode de vie écologique. Bon, bref, ils font la même chose, ils travaillent ensemble. Hein. Et aussi, il est enseignant à l'EPIA. C'est bien ça ? Eh oui. J'ai pas trop oublié de choses ? Non. À peu près. Dans la filière... Ah oui, dans la filière architecture et architecture du paysage. Voilà, c'est ça. Alors, merci, c'est à vous. Merci beaucoup Marlène, merci Bénédicte, merci Barbara, toute l'équipe de la fondation du pavillon Cycli. On est très heureux d'être là pour présenter notre travail. Alors je dis nous, mais en fait la coopérative Grand 8, c'est 3 femmes. Voilà, il y a Clara et puis Julia Turpin et Marine Carbois et moi je suis un compagnon de route puis un compagnon de vie de Clara, mais voilà, c'est une agence qui est portée par 3 femmes et c'est très bien comme ça. Donc là on présente tous les deux, je m'inclus dans ce nous, mais voilà, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Alors on est très heureux d'être là aujourd'hui, et notamment pour parler de cette thématique de ce cycle de conférences. Anima, moi je suis philosophe, c'est un concept philosophique par excellence. L'âme, qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui nous anime en tant qu'architecte? Qu'est-ce qui nous pousse? Quelles sont nos motivations? On parle souvent des projets, puis un peu moins des motivations. Et je crois que finalement, ce qui nous motive, c'est d'avoir le sentiment de pouvoir agir sur l'espace. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas quoi faire, qui sont désespérés au vu des crises sociales et environnementales. Et je crois que les disciplines du projet, au sens large, elles ont ce pouvoir absolument d'incroyable d'agir directement sur l'espace, c'est-à-dire sur ce qui nous fait tenir ensemble, mais aussi sur ce qu'on est obligé de partager, d'apprendre à partager. Alors d'apprendre à partager avec des humains. Et on voit bien que certains humains sont exclus de nos espaces. Et aussi partager l'espace avec d'autres êtres vivants, des êtres vivants non humains, qui sont souvent ignorés ou méprisés, mais sans lesquels, en fait, nous ne pourrions pas vivre sur cette terre. Et donc, voilà, à la source de notre engagement, à la source de ce qui nous anime, eh bien, il y a cette volonté de se positionner
à l'articulation de questions très sociales et de questions très environnementales. On ne va pas présenter tous les projets aujourd'hui, on va en présenter certains et puis voilà, réfléchir avec vous sur ce qui se joue dans ces projets. Alors, je commence finalement par le plus connu, qui s'appelle la Ferme du Rail, et puis que Clara va vous présenter. Et donc, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Merci pour votre accueil. Donc, effectivement, c'est ce projet qui est un peu fondateur pour la coopérative et pour notre engagement Oh, les images défilent toutes seules. Et donc, effectivement, le modèle coopératif, c'est un modèle qui est une structuration possible d'engagement dans l'économie sociale et solidaire pour des entreprises françaises. Et c'est le choix qu'on a fait, nous, pour pouvoir exercer en cohérence, en fait. C'est un mode de gouvernance démocratique qui nous permet aussi d'avoir des décisions très, très ancrées et très ancrées aussi dans cette économie-là, qui est l'économie du territoire qu'on cherche à rejoindre aussi. Et effectivement, je sais que ça prend une autre consonance en Suisse, le mot coopératif, mais je pourrais en parler éventuellement. Et donc, ce projet fondateur, c'était ce projet qui est situé dans le quartier où l'agence est située, donc dans le nord-est parisien, le 19e arrondissement, quartier qui est à la fois très populaire et en même temps qui connaît la gentrification de toutes nos métropoles. Et ce lieu qui a été pensé avec et pour les habitants et par des structures et des associations impliquées dans l'accompagnement des personnes avant tout en grande précarité. C'est un lieu, c'est une ferme, donc comme le dit son nom, une ferme urbaine qui est dédiée à l'insertion des personnes par le travail de maraîchage, de compostage, d'entretien de jardin, et également un lieu d'hébergement pour ces personnes, et également un lieu d'hébergement de logement pour des étudiants dans des écoles d'horticulture, pour créer ici une communauté habitante et travaillante sur le site qui le transforme. Elle a beaucoup évolué en 5 ans, elle est très très vivante. Ça, c'est d'ailleurs une photo qui date un petit peu. Elle a accueilli plus de végétaux, plus de projets des étudiants et des travailleurs du site. C'est aussi un lieu ouvert sur son quartier. Qui donc le premier bâtiment qui est à droite, c'est le bâtiment d'hébergement sur lequel vous voyez on cultive aussi. Et en même temps, c'est sur le bâtiment que vous voyez à gauche, c'est un lieu de production, d'activité, et un lieu qui est ouvert sur son quartier. Donc il y a une serre dans laquelle sont produits des légumes qui sont ensuite consommés et servi dans le restaurant qui donne sur... vous voyez qu'on aperçoit des rails, c'est l'ancienne, c'est d'où son nom, c'est l'ancienne petite ceinture qui est une voie ferrée qui faisait le tour de Paris et qui aujourd'hui n'est plus pratiquée depuis de nombreuses années, mais conservée malgré tout et conservé dans sa fonctionnalité potentielle d'infrastructure urbaine dont on ne sait pas le devenir, mais qui aujourd'hui est une promenade, a été aménagée c'est un peu notre highline du pauvre, parce qu'elle est aménagée très modestement par la ville de Paris, une sorte de grand square public qui fait comme ça partiellement le tour de Paris, et c'est aussi elle qui permet d'accéder en partie à la ferme, puisqu'on a aussi une connexion sur la rue. Donc ce restaurant est ouvert sur le quartier. C'est aussi donc un restaurant de quartier où vous êtes les bienvenus si vous passez par Paris. Et en même temps, c'est la cantine des personnes qui mangent sur place et qui sont hébergées. Donc, ça fait partie de l'accompagnement. Donc, c'est là aussi, que ce soit dans l'hébergement ou dans la partie qui est dédiée à l'ouverture au public, il y avait une volonté qui était ancrée parmi les associations fondatrices si on pouvait arrêter le défilement, je ne sais pas, de pouvoir davantage, et donc accueillir tous et toutes au sein des bâtiments, que ce soit dans les espaces de travail, et de créer ces lieux de diversité qui est un Graal que beaucoup de
d'associations, de collectifs et de villes recherchent, mais c'est un Graal difficile à inscrire. Et c'est vrai que là, par le travail notamment, et par des choix structurels qui ont été posés, on arrive à le tenir sur le lieu. Là, vous voyez la culture sur le toit, qui est un espace de production. Donc, on est dans une agriculture urbaine qui n'a pas de visée de grande productivité. C'est avant tout un outil d'insertion. Malgré tout, pour autant, ce qui est servi dans le restaurant provient complètement des jardins, mais c'est aussi donc pleinement un lieu de vie et de travail, et vous le voyez là sur ces espaces. C'est aussi un lieu qui accueille, donc je le disais, les habitants sur des temps festifs, puisqu'elle ouvre ses bras à ces activités-là. Peut-être tu peux dire comment c'est construit. Je pourrais revenir dessus peut-être après, justement. Ah, ok. Bon, il y a un des éléments qui est très important pour nous quand on a réfléchi au type d'architecture qu'on voulait faire, c'était de sortir de la culture de l'objet dans lequel on se trouve beaucoup. Voilà, quand on est architecte, voilà, moi j'enseigne dans des écoles et très souvent ce qui est mis en avant, c'est l'objet. Et ce qu'on retient de l'architecture, c'est l'objet. Et donc nous, on avait un parti complètement opposé qui est de dire l'architecture, c'est aussi un processus. Et finalement, il n'y a pas beaucoup dans nos sociétés de manières de travailler qui rassemblent autant d'hommes et de femmes qui viennent d'horizons différents, qui ont des compétences différentes, voilà, des ouvriers, des artisans, des élus, enfin voilà, là je le dis au masculin, mais c'est bien évidemment au masculin, au féminin. Et voilà. Et donc, comment saisir la richesse de ce processus qu'est l'architecture? Donc ça, c'est le premier point. Et c'était aussi de dire l'architecture, c'est un écosystème de relations. C'est pas un objet. Elle a la capacité de tisser des relations, et notamment de tisser des relations avec le territoire dans lequel le bâtiment se trouve. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à la Ferme du Rail. Là, vous voyez deux photos qui montrent le site tel qu'on l'a découvert. Alors, ça a l'air super, c'est hyper bucolique. Là, on voit des petites herbes, tout ça. À Paris, ça a l'air très chouette. Sauf qu'en fait, il y avait un ancien garage et quand on creuse, on trouvait des carcasses de voitures qui étaient sous l'herbe. Donc c'était un lieu qui était complètement des sols qui étaient encore vivants, mais vraiment malades, bousillés aux hydrocarbures. Et puis vous le voyez là, quand on a commencé à creuser, voilà ce qu'on a trouvé. Donc il y a eu toute une réflexion sur le compost. En fait, ça n'a pas commencé par du projet, ça a commencé par une réflexion sur comment finalement le compost, comment les biodéchets qui sont là dans le quartier pourraient aider à amender les sols et leur permettre de se régénérer. Alors, dans un premier temps, je parlais d'écosystème de relations. On avait une intention très forte, c'est de créer des formes de solidarité avec d'autres territoires. Et donc on a commencé comme ça, avec une association qui s'appelle le Marché sur l'eau, et qui venait. Donc on avait des légumes qui venaient de Seine-et-Marne par un canal qui s'appelle le canal de l'Ourcq, qui est pas loin du site de la ferme. Et vous l'avez vu, on est sur les rails de la petite ceinture, et puis on pouvait aller jusqu'au canal comme ça. On récupérait les légumes et nous, en échange, on leur donnait le compost qu'on avait commencé à collecter bien avant le début du chantier. Donc dès qu'on a su qu'on avait gagné ce concours, on a investi le lieu et on l'a investi à travers ce travail de production de compost. Et donc il y avait déjà cette idée d'échange entre un territoire urbain et un territoire rural. Très souvent, les villes, c'est des territoires servis. Voilà. Et puis, les zones agricoles, c'est des territoires servants. Et à cette époque-là, quand on a fait ce projet, on commençait à parler des fermes urbaines, mais on était vraiment dans le délire des fermes high-tech, hyper technologiques. Puis on se disait, mais quel message ça envoie? C'est comme une sorte de bras d'honneur, en fait, à ce monde agricole qui est déjà en difficulté. Et en plus, nous, on va faire pousser nos propres tomates et on va leur dire, regardez, on travaille à notre autonomie alimentaire, on n'a plus du tout besoin de vous. Donc ça, on trouvait que c'était vraiment pas une belle idée. Et donc, il y a une deuxième forme de solidarité. C'est un bâtiment qui est construit en paille, structure bois, isolation paille. Et donc, ce qui nous semblait... Pourquoi ça bouge tout le temps? C'est dans l'autre sens, il faut revenir là. Ce qui pour nous était très important, c'est de dire...
bah ok, c'est bien de travailler avec des matériaux biosourcés, c'est bien de dire je construis en paille ou je construis en bois, mais quelle relation on a avec le monde agricole? Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on est solidaire, en fait, des agriculteurs, de la situation des agriculteurs ici en France, mais bien évidemment à Genève, c'est une question qui se pose avec encore plus d'acuité. Et quel type d'agriculture on a envie de soutenir? Parce que, bien évidemment, si on soutient de l'agriculture intensive qui marche à coups d'intrants, qui épuise les sols et qui précarise en fait, les agriculteurs, alors on soutient un système extractiviste. Mais si, en revanche, on donne un complément financier à une agriculture paysanne, à quelqu'un qui cultive en bio, ben on l'aide en fait à s'implanter sur son propre territoire. Et c'est une belle idée de se dire que la ville et la campagne ou des zones plus rurales peuvent travailler, peuvent travailler en synergie. Et donc là, vous voyez, c'est l'agriculteur lui-même qui est venu apporter la paille directement sur le chantier. Et donc, bien sûr, c'est des histoires de matériaux, mais c'est avant tout des histoires humaines. Et des histoires humaines qui ont une dimension économique que souvent on laisse de côté quand on parle d'architecture. On n'aime pas trop parler d'argent, alors que comment on gagne sa vie avec ce qu'on fait et comment un paysan peut gagner sa vie en travaillant avec nous, c'est une question absolument fondamentale. Là, vous voyez, vous avez les caissons en bois, puis on mettait directement les bottes de paille dedans, et ça a été fait par des chantiers d'insertion. Donc là aussi, avec qui on travaille? Si on peut avoir l'architecture la plus écologique, mais si votre chantier, c'est un lieu de violence, de non-respect des personnes, en disant il faut travailler le plus vite possible, payer les gens le moins possible, alors c'est peut-être écologique du point de vue environnemental, mais socialement, c'est abominable. Donc voilà, montrer comment la construction en paille, elle offre une place à toutes ces entreprises d'insertion et elle permet à des gens qui ont été durablement éloignés de l'emploi de retourner vers le monde du travail. C'est quelque chose de très important. Et puis, dernier point, en fait, je disais de solidarité envers les personnes, mais c'est aussi des formes de solidarité envers le vivant, envers les êtres vivants. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on a fait ce projet, c'est là où on a commencé à beaucoup cogiter sur qu'est-ce que l'architecture fait au milieu dans lequel on vient prélever des matières. Quand vous construisez en paille, en fait, vous ne faites pas pousser la paille comme un matériau d'architecture. Quand vous construisez en bois, oui, le bois, il pousse pour devenir un matériau d'architecture. Le chanvre, il pousse pour devenir un matériau d'isolation. La paille, c'est un coproduit de l'activité agricole. Vous ne faites que récupérer quelque chose qui, de toute façon, poussait pour la production de céréales. Donc, c'est un peu comme du réemploi. Vous voyez ? Donc, vous ne faites que récupérer ce qui, de toute façon, était déjà là. Donc, vous ne faites pas pousser du vivant juste pour l'utiliser comme un matériau. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais pour nous, c'était très, très important. Et là, c'est la même chose. Vous avez des rejets de châtaigniers, des petites branches de châtaigniers qui sont coupées et qui ont servi à faire le bardage de la ferme. Et donc, vous ne coupez pas l'arbre, en fait. Vous coupez juste des petites branches. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien de couper des petites branches. OK, c'est vrai, mais de toute façon, on ne peut pas faire de projet sans prélever des ressources. Mais là, voilà, on ne coupe pas l'arbre. Et puis, c'est du bois qui n'a pas été traité, donc qui peut revenir à la terre. Il y a plein de discours aujourd'hui sur la circularité, etc., et qui sont très bien, mais la plupart du temps, c'est quand même du bullshit, parce que dès que vous allez traiter le bois, contre les insectes, contre le feu, contre ceci, contre cela, il ne pourra jamais retourner à la terre. Donc, quelles sont les conditions qui permettent de faire vraiment, d'avoir cette vraie circularité? C'est très difficile. Franchement, c'est voilà. Et puis, dernière chose. Alors là, ça ne bouge pas. Si, voilà. Voilà. C'est des chantiers qui sont des chantiers participatifs où il y a une dimension collective, où finalement on apprend les uns les autres. Comment on peut passer des chantiers maltraitants à des chantiers apprenants? Et comment finalement on peut retrouver le plaisir architecte d'être sur le chantier, pas de venir tous les jeudis donner des ordres aux gens en disant le travail il est mal fait, recommence-moi tout ça pour la semaine prochaine. Donc ça peut aussi pour nous être un lieu d'apprentissage et de plaisir. Et cette dimension du plaisir, on n'en parle jamais, mais elle est fondamentale dans nos métiers, parce que des fois on en éprouve de moins en moins. C'est quand même des métiers très contraints.
Et donc, voilà, cultiver le plaisir d'être ensemble et de produire ensemble, de fabriquer ensemble, c'est quand même un des trucs géniaux voilà, que ce métier rend possible. Je vais vous parler d'un second projet qui tisse à nouveau justement ce rapport au territoire et dans sa dimension peut-être cette fois plus historique. On a travaillé pour la ville de Paris à la restauration d'une ancienne vacherie parisienne, qui est ce bâtiment que vous voyez, donc une longère qui, si elle était située à 100 km de là, personne n'en aurait rien eu à faire, mais elle témoignait quand même. C'était le dernier témoin justement de ce temps où le lait et des vaches étaient Paris intramuros. Et là aussi, ça nous raccrochait à cette histoire agricole du maraîchage. Il y a eu une congruence comme ça de sujets au moment de la ferme, puisque là, on est un petit peu après. Donc après avoir fait une ferme, on a restauré une grange, ce qui est quand même pas commun à Paris. La ville de Paris avait le souhait d'en faire un lieu culturel. C'était son intention. C'est un site qui a une histoire très forte aussi citoyenne, puisque il y a des collectifs à la fois qui ont protégé les carrières qui sont classées dans les sous-sols, des griffes d'un promoteur qui a lourdement transformé tout le parcellaire ici. Mais cette vacherie a été préservée par donc ces collectifs d'habitants qui ont fait quand même 11 procès. Ils ont ferraillé quand même avec ce promoteur. Il y a Cabu, il y a le Charlie Hebdo qui est venu ici. Enfin, il y a toute une histoire de mobilisation et elle a finalement été rachetée par la ville. Et donc qui nous en a confié la transformation. On a voulu là aussi s'inscrire dans une logique de rapport au circuit court en se disant justement, on a fait un travail archéologique, c'est un projet qu'on a fait avec Aurélien Mazurel qui est architecte du patrimoine. On a fait un relevé archéologique pour vraiment une attention à l'existant et aux matériaux en présence. On a relevé du plâtre, les meulières, des matériaux simples, à vrai dire, qu'avait mobilisé un agriculteur pour créer ce bâtiment. Et donc on a commencé par déposer soigneusement les tuiles qui ne rendaient plus leur office, mais on s'est posé la question de leur renouveau, de leur réinvention, de leur transformation en répondant à des besoins de confort et d'usage nouveaux dans ce bâtiment. Les anciennes fenêtres aussi ont été déposées, identifiées, démantelées, caractérisées, et avec une structure d'insertion avec laquelle on compagnonne depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons, et déjà à la ferme, nous avons imaginé plusieurs ouvrages et notamment là des soubassements avec ces fenêtres on est avec des enduits au plâtre au mur qui dans un lieu collectif pourraient induire de la fragilité. Et donc on souhaite apporter aussi cette robustesse et aussi amener cette esthétique où ces matériaux retrouvent place dans le bâtiment. De la même manière, d'anciens éléments en pitch peint, d'anciennes solives des combles ont été soigneusement déposés et à nouveau transformés pour faire ce calpinage esthétique, justement toujours avec l'atelier rare et cet atelier d'insertion, et créer ces sols qui sont des sols en bois debout et qui viennent capter la lumière de manière très particulière dans cet espace. C'est aussi un lieu où on commence à rentrer en dialogue avec un matériau qui est essentiel à Paris dans son histoire, c'est le plâtre, et on lui trouve ici plusieurs déclinaisons, d'abord parce qu'on en trouve des vestiges et puis qu'on rentre en dialogue justement avec les usines Vieuxgeot, qui sont producteurs de plâtre traditionnels et qui sont plutôt à destination du patrimoine en Île-de-France. Et du coup, on en explore toute l'histoire, le lien qui date du Moyen-Âge. Il faut savoir que le plâtre est produit et les carrières les sites de carrière sont peu nombreux finalement en France, mais on a un grand gisement qui à la fois travaille à l'échelle ultra-industrielle avec Saint-Gobain et une diffusion mondiale, mais aussi dans une pratique locale de transformation. Et on a ici fait un travail à nouveau avec la paille et le plâtre pour une isolation par l'intérieur de ce bâtiment pour en préserver ses qualités.
Cette histoire, donc, elle est aussi liée à la rencontre d'artisans pour leur mise en œuvre et pour arriver dans des coûts qui s'inscrivent dans le cadre d'un marché public de la ville. Ça a été aussi pour nous, là, ce projet, le début d'une réflexion plus approfondie sur les matériaux. Alors, c'était déjà sur le bois, sur la paille, etc. Mais on a commencé à se demander d'où viennent les matériaux, comment ils circulent, enfin, entre leur lieu d'extraction et puis leur lieu de mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes de transformation? Et puis, architecte ou pas architecte, on s'aperçoit qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. On utilise de l'aluminium, mais où est extraite la bauxite? Quels sont les pays qui nous fournissent en bauxite? Où est-ce que la bauxite est transformée en alumine? Et quand vous faites ce trajet-là à l'envers, quand vous faites la traçabilité des matériaux, vous arrivez un peu sur des scènes de crime, la plupart du temps. C'est-à-dire que les matériaux qu'on utilise, en tout cas les matériaux utilisés par la grande industrie, tous ces matériaux ultra transformés, ils ont non seulement un impact carbone qui est épouvantable, mais ils ont un impact social qui est absolument dramatique. Il y a une paysagiste canadienne qui s'appelle Jen Hutton. Elle a écrit un livre qui s'appelle Reciprocal Landscapes, paysages réciproques, et où elle met face à face des sites de mise en œuvre de projets hyper connus, la High Line par exemple à New York. Et puis d'où vient le bois de la High Line? Alors c'est un magnifique projet, mais en fait ça vient d'une exploitation semi-illégale en Amazonie brésilienne. Central Park, c'est magnifique, le poumon vert de New York, mais en fait, le guano, le fertilisant qui a servi à faire pousser l'herbe, vient d'une île où travaillaient des prisonniers, des esclaves chinois à côté du Pérou. Donc on peut regarder la dimension écologique de ce qu'on produit, mais si on ne s'interroge pas d'où ça vient, on a quand même un problème. Et nous, on a une responsabilité parce qu'on est prescripteur. Et on voit qu'on a perdu, dans l'architecture vernaculaire, on était connecté au territoire et aux matériaux avec lesquels on travaillait. C'était des matériaux qui étaient autour de soi. Et aujourd'hui, on commande sur catalogue, on a des clics à faire sur Internet. Et en fait, tout ça, c'est un grand processus d'abstraction. C'est un voile qui recouvre en fait la production réelle des marchandises que l'on consomme. Et dernier point, je ne veux pas être trop long, je vais le retourner. Dernier point qui me semble super important, vous voyez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience citoyenne, par exemple, sur l'alimentation. Tout le monde veut savoir ce qu'on a dans son assiette. Les gens, ils se disent, est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce qu'il y a des OGM? Ça veut dire déjà qu'ils peuvent faire la différence entre les pesticides et les OGM. Puis quand ils savent ça, ils veulent savoir si c'est un produit local ou pas. Parce que peut-être la mangue, elle est bio, mais si elle a fait le tour de la planète, c'est pas OK. Et peut-être elle vient de pas très loin, elle est bio, mais les conditions qui ont permis de la produire, elles sont pas bonnes. Donc on veut aussi du commerce équitable. Donc regardez sur ces enjeux alimentaires la montée en compétences de nos sociétés. Il a suffi de moins d'une dizaine d'années pour que des citoyennes, des citoyens ordinaires deviennent super forts, en tout cas aient une forme de compétence ou d'expertise sur les questions d'alimentation. Pourquoi on n'a pas la même chose pour les matériaux ? Quand vous regardez la peinture et toutes les saloperies, tous les solvants qui sont dans les peintures et qu'on respire toute la journée, pourquoi on n'a pas la même vigilance ? Quand vous regardez le béton, quand vous regardez l'aluminium, quand vous regardez tous ces matériaux-là, pourquoi on ne se pose pas les mêmes questions et pourquoi on n'ouvre pas un débat citoyen sur quels matériaux on veut pour aménager notre cadre de vie et vivre bien ? C'est une question qu'on devrait se poser. Oui, alors voilà. Ouais. Donc justement. Je vais. Ouais. Vas-y. Et voilà, justement, on a essayé d'aller un cran plus loin dans cette réflexion-là avec ce projet qui s'appelle la Maison des Canaux, qui est un ancien bâtiment qu'il fallait réhabiliter. Et on a décidé de faire le projet dans une démarche sur le papier, a priori 100% en réemploi, en disant on ne va rien prélever. Voilà, et ce qu'on va chercher, on va le chercher dans un rayon de 30 km autour du projet. On va chercher les matériaux, mais on va aussi chercher les entreprises qui peuvent nous aider à faire le projet. Et ça, c'était hyper intéressant et un peu déstabilisant parce que, bien évidemment, ça bouleverse tout le processus de projet.
On ne dessine pas le projet en se disant ensuite, avec quel matériau on va le faire. Non, on commence à aller cueillir les matériaux à droite à gauche, et en fonction de ce qu'on va mettre dans notre petit panier, on va dire voilà le projet qu'on peut faire. Et c'est pas nous, c'est les entreprises qui vont le faire avec nous. Et donc bien évidemment, il faut qu'il y ait en face des gens qui soient prêts à vous suivre dans ce délire-là, parce qu'ils doivent vous faire quand même sacrément confiance, parce que voilà, on peut pas vous montrer le projet, on peut pas vous dire à quoi ça va rassembler, mais vous allez voir, ça va être super. Donc sur ce projet-là, c'est la ville de Paris elle-même qui souhaite se doter justement d'un démonstrateur de ces enjeux autour du réemploi. La question commence à occuper les colloques, les écoles. On commence à en parler à cette époque-là, donc on n'est pas il y a si longtemps, c'était il y a 3-4 ans. 5 ans maintenant, le lancement de l'appel à projet lancé par la ville, et qui donc souhaite se doter, souhaite expérimenter elle-même, si je pousse le curseur assez loin, jusqu'où on peut aller sur cette question-là. Et donc, elle lance un marché un peu particulier qui est un marché de conception-construction, qui est souvent utilisé à plus grandes échelles. Et l'intérêt ici, c'est que on est entreprise et maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, artisans, à former une équipe et à répondre collectivement. Ça venait à point nommé chez Grand 8 parce qu'on avait commencé, vous l'avez vu, à tisser des liens locaux avec de nombreux artisans, entreprises, fournisseurs de matériaux de récupération, et donc un réseau qui avait commencé à se tisser, qui se densifiait, et de confiance mutuelle aussi qu'on s'était donné les uns les autres pour aller expérimenter et l'envie, l'appétit, la joie de le faire, d'aller expérimenter sous différentes formes et de répondre aux questions et aux besoins. Là, en plus, c'était un lieu donc qui est dédié à l'économie sociale et circulaire. C'est une association qui était occupante et qui l'est restée d'ailleurs tout le temps du chantier, puisqu'on était en site occupé, avec laquelle on a pu dialoguer très finement pour affiner leurs besoins au maximum et s'en approcher au plus près. Et puis on a pu imaginer des solutions. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y en a une trentaine, donc il ne s'agit pas de les égrener parce qu'il y a aussi une approche évidemment globale de l'ensemble. Donc c'est une rénovation lourde d'un bâtiment, vous le voyez, de style préfectoral, comme on en avait beaucoup en France. C'est pas un très grand patrimoine, mais c'est celui du 19e arrondissement où on n'en a pas tant que ça. Et donc là, on commence par imaginer, et si je dois créer un doublage intérieur des bureaux sans trop déranger les personnes qui y vivent, puisqu'elles continuent d'occuper, avec quel matériau je pourrais répondre à ça, tout en réinventant et en reconvoquant une technique traditionnelle qui est celle de la tapisserie, donc en filière sèche, filière locale et sèche. Et donc on a récupéré de l'isolant qui provenait de bureaux en démolition, et puis de la moquette d'événementiel. L'événementiel, tous nos usages éphémères sont une source formidable de matériaux qui ne sont pas encore arrivés à obsolescence. Et puis là aussi, avec un atelier d'insertion de couturière, les résilientes d'Emmaüs, on a pu façonner, faire des patrons pour épouser ensuite chacune des pièces et habiller littéralement tout l'étage, et de manière dans un chantier assez rapide avec un système de préfabrication, et de redonner une esthétique à ce matériau de peu. Il est utilisé 1 ou 2 jours, taché et béné systématiquement. Le spectacle, enfin toute la Fashion Week à Paris, on a beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, et c'est heureux, mais du coup beaucoup de déchets générés qui sont tout à fait, qui ne sont pas du tout en fin de vie et qui peuvent en trouver une nouvelle vie. Là, avec un système justement aussi d'assemblage d'éléments, puisque l'entièreté, le grand format est souillé, il faut à nouveau façonner, ce qui génère une esthétique par la même et par la couture ici. Oh, blablabla, je me suis envolée. Une autre liaison avec tout ce qu'on appelle, nous, le travail autour du textile, c'est-à-dire toutes ces membranes en fait, qu'on trouve justement dans nos déchets issus du bâtiment ou d'autres pratiques. Vous savez aussi que l'industrie textile est très, très gourmande et très sujette à l'ultra fast fashion, et donc aux déchets et à l'extractivisme intense.
S'attaquer à cette question, c'est aussi reconvoquer des métiers qui n'étaient plus dans l'architecture, et aussi d'ailleurs l'occasion de reconvoquer aussi beaucoup de métiers féminins qui viennent à nouveau façonner. Donc là, c'est toujours avec les résilientes. On a imaginé des systèmes dans la salle qu'on vient de voir, qui est la salle de réception qui permet de créer les conférences comme on en fait ici aujourd'hui, mais un besoin aussi de pouvoir retrouver de l'intimité. Donc avec ces cloisons mobiles manuelles, elles ont pu à nouveau façonner ces grands drapés, ces grands textiles qui sont issus, là, cette fois, d'anciens jacquards et de matériaux assez nobles, finalement, qu'on trouve dans les poubelles. Et par donc un travail sur la matière peut être remanifié. Là aussi, toujours dans le travail qu'on appelle, nous, dans le métier de tapissier, donc tout ce qui serait le lien, l'occasion aussi d'assembler différemment ces matériaux. Vous voyez par le nœud ici, des cordes d'escalade avec lesquelles on vient faire des grilles qui ont montré... On ne croyait pas beaucoup dans leur pérennité, je dois vous dire, mais elles sont toujours là depuis. Elles n'ont pas été vandalisées, elles sont sur la rue. C'est un peu miraculeux, je ne sais pas pourquoi. Mais elles sont robustes, en fait, ça tient des vies, hein, les cordes d'escalade en même temps. Du travail avec du papier aussi, on a travaillé l'origami aussi pour détourner des faux plafonds et pouvoir faire des luminaires et créer aussi des gaines de ventilation. Trouver des alternatives à tous nos matériaux extrêmement énergivores et qui soient aussi source de créativité et de temps, d'intensité sociale sur le chantier. Des toiles de montgolfière qui ont été ici détournées pour créer les stores et de permettre aux couleurs de l'association de se remanifester dans l'espace public. Je vais en évoquer peut-être un dernier qui raconte aussi là une histoire enfin pas un dernier, non, deux derniers qui racontent une histoire de territoire autour d'une porte qui est celle d'une porte palière d'un logement social des années 30, ces fameuses HBM qu'on a autour de Paris, qui sont un patrimoine en briques assez remarquable, et que des acteurs qui sont des bailleurs sociaux, qui sont donc gestionnaires de logements sociaux, qui sont des acteurs importants en France, et qui, quand ils font des travaux, le font à grande échelle de rénovation. Et donc ces portes sont déposées. C'était justement le matériau qu'on cherchait, puisqu'on cherchait un matériau qui puisse tenir aux intempéries. Donc nous cherchions du chêne, et on faisait bien les choses à l'époque. C'est du chêne massif dans son cadre. Donc il y a tout ce travail aussi d'identification, de cueillette, de mobilisation du réseau, et vous voyez, dans un circuit assez court, en mobilisant Travail et Vie, qui est une structure d'insertion avec laquelle on travaille énormément à la logistique et au déplacement, puisqu'il faut créer une petite logistique locale. On a besoin de ces partenariats-là, qui sont donc devenus très compétents et sachants dans la pratique. Travail et Vie, c'est aussi l'association qui œuvre à la Ferme du Rail. Donc, ils ont une branche en maraîchage et une branche en bâtiment avec lesquelles on a fait beaucoup d'ouvrages ensemble. Et donc, cette matière sourcée localement passe de main en main, d'atelier en atelier, comme on le faisait autrefois, pour transformer. Et ici, sur le démantèlement des cadres et la co-conception avec nous dans le design, un design souple. Et ici, pour créer tout le platelage de la terrasse extérieure. La terrasse extérieure qui a été constituée entièrement de matériaux récupérés, y compris la charpente métallique qui vient d'un hangar à proximité. Elle n'existait pas, elle est posée sur le quai qu'on voyait tout à l'heure. Elle a été donc montée de toutes pièces dans le cadre de l'opération. Et elle avait la nécessité de le séparer, de recadrer le paysage et de créer des supports de végétaux sur le canal. Et donc là, un autre façonnage qui a permis d'assembler ces petits bouts de bois, une exploration autour des structures en petits bouts de bois qui, bien sûr, les petites sections, c'est une réflexion qui est poussée dans tous les champs du réemploi pour pouvoir justement revaloriser à nouveau. Donc la question de l'assemblage, elle est assez centrale sur toutes ces questions.
Là, ici, justement, l'assemblage s'oppose avec le liant et on retrouve le plâtre. On est venu faire couture au droit des démolitions qu'on avait faites pour ouvrir et pouvoir accueillir plus de public dans la salle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, c'est le petit bout du bout de cette porte, les petites feuillures. Et comme, voilà, tout est bon dans le cochon, on a réutilisé jusqu'à ces petites pièces. Donc là, ça n'a aucun sens économique, bien sûr. C'est très long, mais c'était un travail donc de créativité, voilà, pour faire couture entre le bois et la céramique qu'on trouvait sur les sols de la maison. Et puis enfin, un travail qu'on a pu initier là, à la Maison des Canaux, mais avec lequel on a une histoire un peu au long cours, puisqu'on reconvoque cette technique, la technique de la pierre sèche, qui nous permet de faire venir un caladeur et un murailler pierre sèche d'Ardèche qui vient enseigner aux équipes de Travail et Vie, donc aux entreprises d'insertion, la façon dont on peut mettre en œuvre de façon très savante et en même temps des chantiers sur lesquels il y a de la place pour toutes les compétences et l'opportunité de la matière, puisque c'est souvent ça, une compétence, une opportunité de matière, une compétence et puis derrière un besoin, bien sûr. Ici, c'est la ville de Paris qui fait des retours de chantier de toute sa maintenance d'espace public, donc des énormes volumes. Et puis, c'est des petits bouts de résidus de commandes ou alors de retours de chantier de démolition qui nous sont mis à disposition et avec lesquels on constitue des murs. Et on peut aussi récupérer tous les petits déchets de chantier que cette technique sait bien accueillir. Donc là aussi, l'occasion de pouvoir modeler et s'adapter. C'est des techniques très adaptatives au milieu, très situées et qui sont de transmission de gestes à tous. C'est donc l'occasion d'un chantier d'apprentissage et de transmission, y compris avec des agents de la ville de Paris, des maçons qui ont appris les techniques et qui les reproduisent. Et l'occasion de créer ces sols, ces rampes, ces marches, différents ouvrages sur lesquels on a pu faire la démonstration que sans ciment, on peut créer de la maçonnerie dans l'espace public qui trouve sa place en robustesse au sein d'une métropole. Ouais, et donc, en fait, quand vous voyez ce projet, on a essayé d'utiliser le réemploi le plus possible, de tout faire en réemploi. À la fin, c'est 88% de matériaux réemployés et avec 65% des entreprises d'insertion. Et ces pourcentages-là, c'est pas pour dire on est les meilleurs, regardez. Là, en général, on vise 5% de réemploi dans les bâtiments. Là, on est à 88%. Et pourquoi 88%? C'est parce qu'on a voulu faire de ce projet un démonstrateur. Parce que quand vous êtes dans l'éco-construction, vous entendez toujours des gens vous dire « Ah, c'est super ce que tu fais, mais c'est tellement, tellement, tellement pointu, tu comprends, personne ne va pouvoir te suivre. » Voilà. Ah, vous êtes des pionniers, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais non, en fait, le réemploi, c'est une des pratiques constructives les plus anciennes de l'histoire de la construction. Donc il faut la remettre au goût du jour. Mais c'est pas vrai qu'on est des pionniers. Donc là, l'idée, c'était de dire, regardez, on se donne le maximum de contraintes et en fait, on va vous montrer que c'est faisable. Donc si c'est faisable à 88%, ça l'est à 60%, ça l'est à 30%, ça l'est à 10%. Enfin, allez-y, en fait, faire du réemploi. Et c'est pas vrai qu'il y a autant de problèmes assurantiels. C'est pas vrai qu'il y a autant de problèmes de validité des matériaux, de sécurité des matériaux. En fait, le problème, il est culturel. Il est dans les têtes. Donc, la radicalité de ce projet, elle est là pour prouver en fait que c'est possible. C'est pas pour dire on est les plus vertueux, c'est pour dire si ça peut être fait, en fait il y a plein de choses qui peuvent être faites. Bien évidemment, aujourd'hui il y a plein de gens, mini parenthèse, qui se branchent là sur le thème du réemploi, y compris des grands groupes de construction, en disant le réemploi c'est absolument extraordinaire. Pour nous, c'est vertueux si on va vers des formes de décroissance. C'est-à-dire que si on produit plus pour réemployer plus, alors regardez, on a produit tant de pourcents de bâtiments neufs en plus, donc on pourra récupérer dans ces bâtiments autant de matériaux qui serviront au réemploi. Là, c'est une belle arnaque. Hein. Donc l'objectif, c'est de faire avec ce qui est là, d'utiliser exclusivement ce qui est là, et puis d'avancer comme ça. Et en fait, c'est possible. Je propose qu'on passe parce qu'on va pas... Voilà. Et donc ça, voilà, c'est un aspect aussi qui a été hyper important pour nous parce que pendant le Covid,
on avait écrit un texte qui s'appelait « Pour une école du réemploi ». Et pourquoi on se posait ces questions de pédagogie ? Parce qu'on est tous les deux dans l'enseignement, mais c'est aussi parce que si les architectes, c'est les seuls à posséder des connaissances très poussées en matière de réemploi et que derrière, les autres corps de métier ou les autres professions n'ont pas les mêmes connaissances, en fait, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une culture commune ? Et cette culture commune, il faut la créer avec les artisans, avec les ingénieurs, avec des ouvriers, avec des promoteurs et avec les services de la ville. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un espace de formation ? Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en fait, sur ce projet, de créer, en fait, un chantier école qui accueillerait un public extrêmement divers, qui pourrait se former in situ, non pas simplement à des techniques, mais comment les matières nous racontent des territoires. Voilà. Les matières, la technique en elle-même, elle n'est pas intéressante. Comment le travail de requalification de ces matériaux de réemploi nous connecte à des gestes, nous connecte à des personnes, nous connecte à des territoires, et ces territoires, ils sont porteurs d'histoire. Et avec ça, en fait, on peut avancer tous ensemble. Voilà. Si on ne forme pas les services de la ville, c'est normal que ça coince. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire. L'ambition aussi de cette formation, c'était en partenariat avec la ville elle-même, avec des organismes locaux engagés sur les questions de l'écologie, du bâtiment, Ecopolis, et puis avec des financements publics. L'idée aussi, c'est qu'on a tous besoin de se serrer les coudes pour faire avancer ces filières. Ça va faciliter considérablement la pratique et qu'il faut que tous les acteurs de la filière soient mobilisés. Vous avez certainement tous expérimenté peut-être de porter une question et on voit bien que s'il y a un maillon faible ou quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller, ça peut plomber tout à fait une solution. Mais on peut... Alors, vous entendrez des commanditaires qui vont vous dire « Mon architecte, il n'en a rien à faire de cette pratique-là » et ils vont être volontaires eux-mêmes. Et par contre, un architecte, il va dire « Je ne suis pas porté par ma maîtrise d'ouvrage, par mon commanditaire. C'est très compliqué d'y aller. » Et puis, parfois, c'est l'entreprise aussi, quoique pas tant. D'ailleurs, je constate, moi, dans la pratique, que les entrepreneurs, d'abord, ils n'ont jamais cessé de faire du réemploi. Et ils y vont finalement assez volontiers quand on parle d'échelle de petites et moyennes entreprises. Après, sur les grands groupes, c'est une autre question, quoique, effectivement, ils se mobilisent quand même sur la question. Et l'idée, c'était que donc, on a créé des moments de partage et d'échange pour créer cette culture commune autour de ces pratiques-là. Et ça, c'est assez fondamental, comme le disait Philippe, le plus grand frein en milieu urbain à ces pratiques-là, c'est effectivement l'enjeu culturel, la peur qu'on a tous de changer nos pratiques. Ça n'est pas la question assurantielle qui est complexe, mais qu'on arrive à dépasser avec un petit effort. Les enjeux sont tels. Il faut bien qu'on y aille de toute façon, donc allons-y. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà. Et le second frein qui reste quand même à ces pratiques-là, ça reste l'enjeu logistique. On est sur des contraintes foncières importantes. Et c'est vrai que ça, le stockage, la mise à disposition des matériaux, etc., dans des temps donnés, c'est encore peut-être ce qui rend la pratique un peu difficile. Donc elle est en train de se déployer de plus en plus avec des plateformes physiques également, ce qui va considérablement aider ces pratiques. Donc ça, c'est un dispositif qui a été conduit plusieurs années, qui pour l'instant est à l'arrêt pour des causes de financement, mais qui a eu un grand succès et qui, je l'espère, sera reconduit. Je vais maintenant vous parler d'un dernier projet qui parle justement de cette mobilisation aussi territoriale. On le disait tout à l'heure que à la ferme du Rail, il y avait de nombreuses associations qui étaient impliquées. Ici, c'est un autre collectif d'associations. Alors, vous voyez qu'on est toujours dans le 19e arrondissement. C'est pas qu'on est feignante, mais on a besoin aussi de travailler en proximité ces projets-là. Et c'est vrai que d'être à différentes échelles, on a pour autant changé considérablement. Vous voyez, c'est la ville, des collectifs. On a travaillé pour une école d'architecture, donc on est arrivé par différents chemins en revenant à notre territoire. C'est assez fondamental aussi d'être prise avec sa ville
en proximité pour avoir ces pratiques. Donc ce lieu-là, c'est un collectif de 6 associations qui se rassemblent et qui souhaitent voir naître dans un quartier très populaire un lieu qui soit dédié à la culture pour tous, parce que beaucoup de personnes ne se reconnaissaient pas dans les lieux culturels de leur quartier. Ils avaient vraiment envie de voir un lieu où justement cette diversité dans la proposition programmatique et d'être à la manœuvre sur cette programmation. Aussi d'avoir des lieux dans lesquels ils puissent se rassembler, se retrouver. Donc il y a une salle qui est dédiée aux habitants qui peuvent la louer très bon marché aussi pour des fêtes privées. C'est un lieu donc aussi qui accueille toute une dimension textile. On est là à nouveau, vous le voyez sur la petite ceinture dont je vous parlais tout à l'heure, à quelques encablures. On a traversé le canal qu'on voyait tout à l'heure. Donc, elle est à cheval sur ce bâtiment est à cheval sur la petite ceinture et elle propose un restaurant dans lequel des femmes en insertion cuisinent les spécialités de leur culture. Elles sont accompagnées vers le retour à l'emploi, là aussi. Et puis, c'est un lieu d'événements culturels extrêmement variés, justement, et qui se veut très populaire. C'est son intention et c'est là qu'il ouvre aussi les bras. Là aussi, on a pu mobiliser la pratique du circuit court et de la récupération plus qu'ailleurs. Alors déjà en préservant ce bâtiment qui était un bâtiment de la SNCF qui était un bâtiment logistique et en lui redonnant justement les performances. On n'est pas dans de l'occupation temporaire. Vous avez peut-être vu ces projets-là. Là, on est vraiment dans la rénovation lourde malgré tout et pérenne. Et là, les matériaux de récupération sont mobilisés aussi parce que c'est des projets sur lesquels on a de petits moyens et il faut pouvoir mobiliser des matières bon marché. Et c'est ici l'intention de ce projet-là. C'est aussi tout un volet autour du textile circulaire. Là, donc, il y a une textilerie qui propose des cours de réparation de vêtements, une école de quartier de mode, et puis des défilés qui sont organisés et qui rejoignent la question culturelle aussi. Ouais, voilà. Peut-être pour finir, plusieurs remarques. Clara disait tout à l'heure que voilà, une bonne partie des projets que Grand 8 a apportés se trouvent dans le 19e arrondissement. Alors oui, on aime beaucoup le 19e arrondissement, mais c'est aussi parce que la question de la confiance, c'est essentiel. Quand vous voulez faire des projets comme ça et que vous demandez finalement à tout un tas de gens de sortir de leur zone de confort, il faut qu'ils vous fassent confiance. Voilà. Et plus on travaille quelque part, plus on connaît les gens, plus eux ils peuvent voir ce qu'on a fait avant, et c'est des liens humains sans lesquels en fait ces projets se feraient pas. Donc on peut avoir les meilleures solutions sur le papier, mais si les gens dans leur trip ils sentent pas le truc, ils vous suivront jamais et le projet il va capoter. Et ça c'est vrai des corps de métier avec lesquels vous travaillez. Dans le projet de la ferme du rail des canaux, on a beaucoup parlé des chantiers d'insertion, etc. C'est génial, quand on est archi, d'avoir un artisan qui vous apprend comment on fait un mur et de ne pas être la donneuse ou le donneur d'ordre. Et que justement, on est dans une situation où la symétrie, elle est inversée. Puis d'ailleurs, il y avait plein d'habitantes et d'habitants qui s'arrêtaient et qui discutaient quand le mur était en train d'être construit, qui avaient envie d'y participer. Donc, comment le chantier peut être ce lieu, voilà, d'inclusion. Et puis là, dans le TLM, on a fait la même chose avec les habitantes et les habitants. Comment ils peuvent intervenir assez rapidement dans la conception du lieu, dans la programmation du lieu, dans la production du lieu, la création du lieu. On ne vous montre pas les images, mais il y a plein de gens qui ont fabriqué des éléments qui ont servi à construire, à aménager ce bâtiment. Et ça, c'est fondamental. Quand les personnes se sentent gardiennes du lieu, et pas juste utilisatrices, elles ont envie elles ont envie de s'y investir. Puis au moment où on était en phase chantier, il y a eu des émeutes à Paris, et en fait, il y a plein de choses qui ont été cassées dans le quartier, sauf ça. Et nous, on a vu ça comme un signe quand même. Comme des gens qui nous disent, on vous fait confiance. Il y a des mamans là qui sont intervenues et qui se sont mis devant le truc et elles ont dit non, ça pas touche, vous le cassez pas, quoi. Et donc,
voilà, dans cette manière de travailler qui est assez horizontale, je crois qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui. On voit bien qu'on ne peut plus construire comme on le faisait avant. Probablement, on va construire de moins en moins. Alors, on va construire de moins en moins en neuf, mais on va construire aussi probablement de moins en moins. Vous avez une société civile qui est de plus en plus attachée aussi à son environnement matériel et qui maintenant prend la parole et peut être force de projet, mais aussi force d'opposition. Et donc, on est obligé de réinventer nos métiers. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. Comment on sort de la culture de l'objet? Comment on sort de la fabrication en neuf? Comment on fait face aux grands défis écologiques qui sont devant nous? Bon, nous, on a trouvé une réponse qui passe beaucoup par le réemploi. Parce que quand vous réemployez, vous n'utilisez que ce qui a déjà été produit. Vous ne faites que récupérer ce qui, de toute façon, était déjà là. Donc ça a un impact minimal sur l'écosystème dans lequel on se trouve. Mais comment, à travers le projet, on peut créer ce grand espace de discussion où on va réfléchir ensemble à comment on veut habiter l'espace et comment partager l'espace, ça, je crois qu'on a besoin d'architectes pour le faire. Voilà. Autant les habitantes et les habitants, ils ont plein de compétences, autant ils n'ont pas forcément des compétences de spatialisation qui sont très fortes et on peut les accompagner dans ce travail-là. Et quand ça se fait, vous voyez, c'est une belle fête collective, voilà, et de façon de partager les choses. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez donné plein d'exemples très joyeux d'aller contre un peu la résistance au changement, qui est à mon avis un des facteurs les plus difficiles à faire évoluer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou des remarques, hein, vous pouvez aussi ne pas aimer du tout. Hein. Vas-y. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vous donne le micro après. Bonsoir. Attendez, vous êtes où? Parce que... Je suis là. Ah, pardon. Je suis dans le noir. Oui. Comme on est dans une société où ça commence à manquer de noir et de silence, voilà. Je pense que vous êtes signataire du mouvement pour la frugalité heureuse et créative, puisque vous avez présenté votre deuxième projet aux dernières rencontres. J'avais juste une remarque par rapport à cette histoire de l'architecture objet, où aujourd'hui on est exactement dans un endroit, dans un quartier, où la question de l'architecture objet se pose, en tout cas par rapport aux entités cantonales qui sont lanceurs de projets. Il y a eu d'ailleurs une présentation fin de l'été, début de l'automne, dans la grande salle au pavillon Cycli. J'encadre cette question de l'architecture objet. Donc on est en fin 2025. Et aujourd'hui, dans le canton de Genève, la question sur le PAV, c'est l'architecture objet par rapport aux prochaines tours qui vont être mises au concours au niveau du PAV dans ce secteur-là. Donc, je ne sais pas, comme vous êtes enseignant à l'EPIA, je ne sais pas comment c'est abordé aujourd'hui ça, mais en tous les cas, nous, au niveau des décideurs et de ceux qui réfléchissent à des futurs cahiers des charges, on est encore dans cette réflexion sur l'architecture objet. Hein, quel est votre... voilà, vous imaginez quoi comme belle tour objet dans le PAV dans 10 ans? Voilà. Ouais, c'est un peu narguant, mais, ouais, je suis pas c'est la réel. bonne personne pour dire quel tour il devrait y avoir dans le PAV. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que c'est un enjeu d'enseignement fondamental. C'est-à-dire que on a formé des générations d'architectes en leur expliquant que être architecte, ça voulait dire construire en œuvre dans une entreprise en libéral. Il y a plein de manières d'exercer son métier. On peut l'exercer pour le canton, on peut être architecte conseil, voilà, on peut réhabiliter. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas construire en neuf. Mais, et je ne suis pas en train de dire que l'objet n'a pas non plus d'importance, que finalement, dans des écoles, on apprenne à
à construire, à dessiner, à concevoir et à construire un bâtiment, ça me paraît nécessaire. En revanche, ce qu'on pourrait faire davantage, c'est de rapporter ce bâtiment systématiquement à ses conditions de possibilité territoriales. Ce n'est pas juste le contexte, ce n'est pas comment il s'implante dans ce contexte. Mais voilà, si vous réfléchissez en termes de matériaux, ça va vous connecter à tout un tas de territoires et d'échelles qui sont différentes. Et ça nous donne une perspective qui est autre. Et c'est ce travail-là qui, à terme, produit des déplacements. La ferme, c'est un objet. Et vous pouvez la regarder comme un objet et dire c'est beau ou c'est pas beau. Et on est obligé de raconter toute cette histoire de processus. L'espace de l'enseignement, c'est le lieu idéal, justement, pour rapporter l'architecture à sa dimension urbaine et territoriale. Et ça, je pense qu'à terme, ça change la mentalité des étudiantes et des étudiants. En tout cas, moi, je pense que c'est fondamental que les étudiants aient au moins un temps de questionnement durant leur parcours, avec un temps de, peut-être justement, un temps de bifurcation un peu radical sur un temps d'enseignement pour pouvoir se poser ces questions avant de rentrer dans la vie professionnelle. Voilà. Et la question d'ailleurs expérientielle, elle est la place de l'expérimentation avec la main. Ils en sont extrêmement demandeurs, de plus en plus, les étudiants. Ils ont envie il y en a jusqu'à certains qui vont devenir charpentiers. Il y a une hémorragie quand même dans les écoles d'architecture vers les métiers des savoir-faire vernaculaires. Je pense que voilà, apporter en fait des outils, et c'est justement un temps où on peut peut-être se libérer et s'affranchir justement de freins qui seraient politiques, et de projeter les étudiants aussi dans ces questions-là, même si c'est bien qu'ils aussi se confrontent à des acteurs du réel, mais aussi peut-être justement pour pousser ces questions de manière un peu presque, j'ai envie de dire, utopique, mais contemporaine malgré tout et urgente. Attends, il y avait une question là, non ? Oui, après je te donne. Oui, bonsoir. J'ai une question assez précise par rapport à... Vous avez parlé d'assurance. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Comment vous traitez les assurances, par exemple la décennale en France, par rapport à des constructions de ce type-là, où on sort de l'usage de construire en BA13 ou en d'autres matériaux, des choses qui ne sont pas codifiées comme on a l'usage de faire, je dirais, dans la vaste majorité des projets. Et comment vous gérez, par exemple, la notion de protection incendie quand on construit avec des matériaux récupérés, des montgolfières. Je suis assez curieux par rapport à ça, en fait. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, c'est effectivement une grosse partie de notre temps. Là aussi, on établit des rapports de confiance. On a un acteur qui n'y a pas en Suisse, qui s'appelle le Bureau de contrôle, qui est un acteur qui est du côté de la maîtrise d'ouvrage, qui est un petit peu le bras armé des assurances sur les chantiers et qui surveille ce que la prescription des architectes et des ingénieurs soit bien conforme à toute la réglementation, du petit risque de sinistre sur un carrelage jusqu'à évidemment la vie des gens et leur sécurité. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on prend généralement pour une bête noire sur les chantiers, mais avec qui nous, on a pris le parti de rentrer en dialogue, de proposer aux commanditaires de les payer correctement pour qu'ils aient le temps d'évaluer et qu'on ait le temps de lire les textes ensemble. Pour s'y inscrire, on a des règlements, on a des normes, c'est du bien commun, tout ça, c'est de la loi, comme la loi. Et on s'en ressaisit, on fait de l'exégèse, on lit les textes dans les détails, et très souvent, alors même s'ils sont à l'écriture de ces réglementations, il y a très souvent le fabricant qui a le moyen de payer un expert qui peut assister et écrire la réglementation. Donc c'est tout un travail pour se glisser dans ces sujets-là. Parfois, on est allé plus loin, donc ça consiste à administrer la preuve systématiquement. Donc par exemple, vous voyez tout le textile, effectivement, vous pouvez vous dire, ah ben là, la question d'unifugation, elle est complexe. On s'est inspiré du monde du théâtre, qui fait ça très bien. Et donc, il y a des PV qui sont assez faciles à obtenir par trempage. C'est très peu coûteux et qui sont opposables dans le cadre assurantiel, avec une maintenance qui est confiée ensuite
à l'exploitant, mais comme sur bien des ouvrages. Donc ça pose, voilà, on pourrait se dire c'est extrêmement combustible, comment on fait. Dans l'éco-construction, c'est une pratique qu'on avait déjà beaucoup parce que tous les biosourcés posent ces questions-là dans les établissements qui reçoivent du public. Il faut les protéger au feu. Donc c'était une pratique qui était, j'ai envie de dire, on s'était beaucoup entraîné déjà en travaillant les matériaux biosourcés. Et là, sur cette question du feu, c'est le plâtre, par exemple, qui est devenu un très bon allié sur ces questions, des matériaux biosourcés, aussi de tous les matériaux récupérés qui pourraient être combustibles, puisque c'est un formidable frein au feu. Et donc, c'est pour ça qu'on en a décliné. J'ai pas montré ici, mais voilà. C'est aussi une compagnonnage aussi sur ces questions-là. Et puis, des interventions pour faire avancer les réglementations. Là, on a fait des essais au feu, un essai au feu pour remettre en œuvre du plâtre sur des latibois qui sont une technique traditionnelle parisienne. Donc, on a fait de l'innovation totalement passéiste pour pouvoir mettre ça en œuvre sur des matériaux biosourcés et ainsi pouvoir assurer l'ensemble du dispositif et faire une paroi isolée par l'intérieur, totalement bio et géosourcée localement. Voilà. Donc, par exemple, c'est ces questions-là. Donc, ça veut dire que c'est un travail de quotidien et de confiance aussi, de dialogue avec les acteurs du projet. Bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est jusqu'au boutiste, votre présentation, votre attitude, vos compétences. C'est un engagement merveilleux. Puis en même temps, je trouve que c'est justement, comment dire, c'est d'autant plus intéressant que c'est ces valeurs qui sont aussi importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, demain, si je retournerai sur un chantier où je dois couler du béton et je suis confronté à l'industrie et pas à quelque chose d'aussi exemplaire que vous, il y a dans votre discours, je trouve, au-delà de l'exemplarité, c'est le rappel d'un certain nombre de valeurs, la valeur de l'échange. Donc, par exemple, j'irai sur mon chantier où il y a encore du béton et des ouvriers qui sont payés moins bien que des banquiers. Je suis d'accord qu'on pourrait discuter de ça, hein, la responsabilité de chacun. Un ouvrier il a autant de responsabilités qu'un banquier, peut-être. Donc ça, c'est la justice sociale. Mais dans lequel je sais que moi, je ne vais pas y aller pour gueuler, je vais aussi y aller pour écouter, aussi pour apprendre. Et ces valeurs-là, elles sont dans toutes les... Il y a aussi du bon, voilà, dans le monde traditionnel. Et je trouve que c'est tout aussi important d'avoir des pratiques aussi exemplaires que les vôtres. Puis aussi, ce discours qui est ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prônez des valeurs sans dire que c'est la seule manière, même si... Parce que quelqu'un qui n'arriverait pas à 88%, mais qui arriverait qu'à 4%, s'il le fait avec le cœur et avec aussi cette volonté, encore une fois, de partage, d'égalité, d'échange. Par exemple, je ne sais pas, le béton ici en Suisse, où ben, c'est des endroits où c'est un matériau qui est aussi local, qui fait aussi... L'industrie, c'est aussi une forme d'échange. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et on ne peut pas changer le monde en 2 secondes, on ne peut pas tout détruire. Et on doit y aller par justement cette sensibilité, cette exemplarité, à vouloir la généraliser le plus possible et à vouloir remettre du bon et de la bonté dans tous les domaines. Et peut-être que le monde changera, mais on ne peut pas le mettre à l'envers, quoi. Peut-être qu'on doit quand même construire encore 2-3 immeubles avec un peu de béton ou un peu d'autre chose, parce qu'on a quand même des milliers de gens à loger aussi, et ils ne pourront pas tous habiter dans des aussi beaux bâtiments, des magnifiques objets que vous avez fait là. Et donc, encore une fois, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes à la fois pointu et pas exclusif, vous êtes inclusif, voilà. C'était pas une question, en fait, comme d'habitude, excusez-moi. Mais je voulais vous féliciter. Merci beaucoup. Non, mais dans ce que vous avez dit, il y a un point, ça m'évoque un point qui est quand même très important pour nous, c'est que c'est vrai que dans les discours sur l'éco-construction, on met beaucoup en avant les performances des bâtiments. On va dire, ah là, il est construit en bois, le bilan carbone de la paille. Et c'est un peu l'écologie de la calculette. Et je ne crois pas que cette écologie de la calculette, là où on mesure des unités, puis on dit regardez comment mon bâtiment il est super vertueux, je ne crois pas que ça nous satisfasse véritablement. Et moi, ce que je vois en tant qu'enseignant, c'est des jeunes qui arrivent avec passion dans les études d'architecture et qui parfois, au fur et à mesure de leur cursus, s'en trouvent dégoûtés, ou alors ils vont bosser en agence, dans des bureaux, puis ils se disent oh là là, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et on l'a dit au début, nous on trouve que
d'avoir le privilège d'intervenir sur l'espace, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et que ce métier, il est génial, comme le métier de paysagiste, comme le métier d'urbaniste, c'est un grand privilège de se trouver là. Mais on ne parle pas suffisamment de la question du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut retrouver du plaisir dans nos manières de travailler. Quand on est derrière un ordinateur à faire des clics toute la journée, bah, c'est pas vrai qu'on peut s'éclater. Et quand on va, c'est un métier où il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup de pression, où on est sur des formes d'équilibre économique. Il y a beaucoup. Alors, la situation des architectes en Suisse, en France, c'est pas exactement la même. Mais voilà, on peut être dans des métiers qui sont confrontés à une forme de précarité. Comment on peut arriver à faire une production qu'on trouve juste, voilà, c'est comme vous dites. Moi, j'ai fait ça, et ça, je trouve que c'est ce que je peux faire de mieux au maximum de mes capacités et de mon engagement. Et comment on peut se payer dignement? Voilà, et ça, c'est deux questions qui sont fondamentales et que généralement, les gens ne posent pas. Ils vont montrer des projets qui sont super vertueux et ils ne vont pas dire qu'à côté, en fait, 60% de leur production, c'est des bâtiments classiques. Ou alors, ils travaillent avec 50 000 stagiaires. Donc, tous ces modèles économiques sont faussés. Et pour les jeunes, c'est un très, très mauvais message. Parce qu'on ne leur dit pas, ben, regardez, il y a un modèle qu'on peut trouver. OK, vous n'aurez pas une agence, voilà, grand 8, elles sont 3. Et donc, elles font des projets qui ont une taille pour nourrir 3 personnes. Voilà. Et cette réflexion-là, il faut l'avoir. Et après, comment on cultive le plaisir de travailler? Comment on cultive le plaisir d'être ensemble? Ces questions-là, nous, on ne les entend jamais. Et alors que finalement, on n'est pas prêt à rentrer dans ces combats qui sont parfois durs, parfois âpres. Si vous n'avez pas de plaisir, si vous n'avez pas envie d'être là, si vous êtes que sur la culpabilité écologique, vous ne pouvez pas tenir longtemps. On s'arrête là, c'était trop chouette. Non, je vous propose d'arrêter là. Non, il n'y a pas une main qui se lève. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. tous. Merci.